Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis ravi parce que dans ma dernière vidéo, je suis enfin arrivé au bout de la première partie de ma théorie. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir s'amuser. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, je vous conseille d'aller voir le reste avant, sinon vous allez avoir du mal à suivre. Mais comme je suis gentil, je vais faire un rapide résumé. D'après ma théorie, le deuil est un processus majoritairement inconscient à l'origine de nos émotions et donc de nos comportements. Il se manifeste lorsque nos modèles internes englobant notre vision de nous-mêmes, des autres et du monde sont remis en question, et il a pour but de protéger ces modèles, ce qu'il fait au travers d'une série de stratégies qui correspondent aux différentes phases du processus. Il existe aussi un processus inverse au deuil que j'ai appelé la révélation, et à eux deux, ils génèrent la totalité de nos émotions. Voilà. Bon, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les émotions. On va essayer de faire le tour de ce concept, qui est en fait assez flou quand on y réfléchit, et on va donc essayer d'utiliser ma théorie pour les classer efficacement. Mais comme je suis loin d'être le premier à m'essayer à ce petit jeu, je vais commencer par vous présenter quelques méthodes existantes, qu'on appelle des taxonomies. Et on va commencer par, tout simplement par ma personnalité préférée de tous les temps, le grand naturaliste Charles Darwin, étant donné qu'il est le premier à s'être véritablement intéressé aux émotions. En fait, suite à son ouvrage principal, L'origine des espèces, qui avait déjà fait grand bruit à l'époque, étant donné qu'elle plaçait les animaux et les humains sur le même plan, il en a remis une couche avec un second essai intitulé L'expression des émotions chez l'homme et l'animal, dans lequel il a montré que même au niveau psychologique, la différence entre les capacités des hommes et celles des animaux n'était qu'une différence de degré, pas de nature. Je vous rappelle que ces deux livres ont respectivement été publiés en 1862 et 1871, et que l'Église était encore très influente. Donc je vous laisse imaginer les deuils qu'ils ont provoqués. Mais bref, c'est pas de ça dont je veux vous parler ici. Pour appuyer son hypothèse, Darwin a utilisé les expressions faciales des singes lorsqu'ils éprouvent 7 émotions particulières, et les a comparées avec les expressions faciales humaines correspondantes. Et il s'est tout simplement rendu compte qu'il n'y avait aucune différence entre les deux. S'il a choisi ces 7 émotions-là, qui sont la joie, la peur, la surprise, la colère, le mépris, le dégoût et la tristesse, c'est parce qu'elles sont universelles d'après lui. Autrement dit, parce qu'elles se manifestent exactement de la même façon dans toutes les cultures. Or, si tous les humains expriment ces émotions de la même façon, c'est que les expressions tirent leurs origines d'une autre source, bien plus lointaine dans l'évolution. Et il a d'ailleurs proposé un mécanisme permettant de les expliquer, qui repose sur 2 concepts, l'assimilation et l'opposition. Imaginez 2 chiens sur le point de se battre. Ils montrent leurs crocs, car ce sont leurs armes principales, et vous pouvez sûrement vous figurer les plis que cela creuse autour de leur nez. Ils rentrent les oreilles aussi pour ne pas se les faire mordre, et adoptent une position d'attaque. S'ils font tout ça, c'est parce qu'ils vont se battre. Et s'ils veulent se battre, c'est parce qu'ils sont en colère. À force, ils ont donc associé cette posture à la colère. Mais comme ce sont des animaux sociaux, ils adoptent aussi cette posture même quand ils ne comptent pas réellement se battre, simplement pour communiquer leur colère. Et du coup, pour exprimer la joie, ils font tout le contraire. Ils détendent leurs muscles, lèvent les oreilles et cachent leurs dents. L'expression caractéristique de la joie est donc, elle, apparue en opposition. Bon, mais si c'est vrai, alors on doit pouvoir aller plus loin dans son raisonnement, pas vrai ? Parce qu'en reformulant cette idée, ou plutôt en y ajoutant quelques connaissances plus récentes sur le cerveau, on en déduit qu'il doit y avoir des connexions neuronales privilégiées entre ces émotions et les muscles du visage utilisés pour les exprimer. Eh bien c'est exactement ce qu'a démontré Paul Ekman en 2010 dans son essai « Je sais que vous mentez ». Paul Ekman est un psychologue américain, ou plus probablement était, vu qu'il a plus de 90 ans aujourd'hui. Il est considéré comme l'un des pionniers de l'étude des micro-expressions, et c'est la raison pour laquelle il a longtemps travaillé avec le FBI, parce qu'il était tellement bon pour lire les visages qu'il était considéré comme un véritable détecteur de mensonges sur pattes. D'ailleurs, vous ne le connaissez peut-être pas, mais si vous avez vu la série Lie to Me, sachez qu'elle se base sur ses travaux, et même sur sa vie en fait. Bref, d'après lui, les liens neuronaux existants entre nos émotions et les muscles de nos visages sont tellement forts qu'il nous arrive d'exprimer des émotions inconscientes. Seulement, comme nous pouvons contrôler notre visage, ces émotions n'apparaissent que pendant une fraction de seconde, avant qu'on les refoule, et c'est pourquoi on les appelle des micro-expressions. Donc, pour que ce soit bien clair, ça veut dire qu'il est capable de connaître l'état émotionnel de son interlocuteur avant que lui-même n'en prenne conscience. Et je pense que vous voyez que tout ça colle parfaitement avec ma théorie. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule raison. Parce qu'Ekman ne s'est pas contenté de rester vague, il a carrément établi le lien entre chaque muscle du visage et les 7 émotions de base de Darwin.
et il les a nommés et regroupés. Il existe donc un groupe de muscles associés à la peur, un autre à la joie, un autre à la colère, etc. Mais du coup, que se passe-t-il si quelqu'un ressent deux émotions de base simultanément ? Eh bien, deux groupes de muscles sont mobilisés en même temps. Et comme toutes les contractions provoquées ne s'annulent pas forcément, on se retrouve avec un visage exprimant deux émotions, au moins localement. Donc, par exemple, quelqu'un ressentant de la joie et de la colère pourrait afficher un sourire tout en ayant un regard menaçant. Et si vous vous amusez à reproduire cette expression faciale, vous vous rendrez compte qu'elle correspond au plaisir sadique que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente. On peut aussi penser à la nostalgie, qui est une combinaison de tristesse au niveau du regard et de joie au niveau du sourire. Parce que je vous rappelle que d'après ma théorie, il est tout à fait possible de ressentir plusieurs émotions en même temps. Il est donc très intéressant de voir qu'on peut expliquer ce mécanisme grâce aux travaux de Paul Ekman. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec ma théorie, qu'elle puisse s'agencer avec d'autres théories existantes, comme celle-ci ou le dilemme du prisonnier. Et vous verrez qu'il y en aura d'autres. Bon, tout ça c'est bien beau, on a dressé une première liste d'émotions, qu'on appelle communément les émotions de base, mais ce que je veux, moi, c'est pouvoir ranger toutes les émotions possibles dans différentes catégories directement issues de ma théorie. Donc on va tendre vers ce but, et pour ça, je vais décrire deux autres méthodes existantes. La première est issue d'un travail d'un autre psychologue américain, à peine plus âgé qu'Ekman, qui s'appelle Robert Plutchik. Et voilà les deux schémas permettant de résumer sa vision. Pour lui, il existe 4 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse et la peur, qui s'opposent deux à deux et qui s'associent à des mécanismes cognitifs pour en générer 4 autres. La confiance, l'anticipation, le dégoût et la surprise. Le premier schéma représente donc ces 8 émotions qui peuvent varier en intensité, ce qui explique la construction de cette rosace. Et je n'ai rien contre ce schéma, dans le sens où les différents mots représentent bien, d'après moi, des niveaux différents des émotions citées. Par contre, je pourrais faire la même remarque que j'avais fait à Kübler-Ross pour critiquer le second schéma. Car Plutchik n'explique pas pourquoi les combinaisons qu'il propose sont possibles, autrement qu'en faisant appel à des mécanismes de défense, comme le faisait Kübler-Ross. Cela dit, les associations en elles-mêmes sont intéressantes. Et d'ailleurs, elles apparaissent naturellement dans ma théorie. En effet, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse constituent les émotions prépondérantes d'un deuil classique, alors que l'anticipation, la surprise, la confiance et la joie pourraient assez bien décrire une révélation. Toutes les émotions secondaires représentées sur ce schéma peuvent donc correspondre à un mélange de deux deuils, de deux révélations ou d'un deuil et d'une révélation. D'ailleurs, certaines émotions qui apparaissent dans ma théorie et qui ne sont pas sur ce schéma trouveraient facilement leur place, comme l'excitation, qui pourrait être vue comme de l'allégresse, la nostalgie comme du sentimentalisme ou la pitié comme du pessimisme. Mais je pense que vous vous rendez compte que je suis obligé de jouer un peu sur les mots en réalité. Je suis sûr que Plutchik dirait que la différence entre les différents couples de sentiments que je viens de citer n'est qu'une question de degrés et qu'il faut mélanger ces deux schémas pour obtenir la totalité des émotions. Mais j'avoue que je suis moyennement convaincu. Et c'est pour une autre raison en réalité, plus grave d'après moi. Pensez par exemple à l'association colère-tristesse. Sur son schéma, Plutchik nomme cette association l'envie. Mais clairement, la jalousie pourrait tout aussi bien coller. Sauf que pour le coup, la différence entre l'envie et la jalousie n'est clairement pas une différence de degré. C'est l'objet à l'origine de l'émotion qui change. On envie un bien ou une situation et on jalouse quelqu'un. Et puis la jalousie peut provoquer de la peur aussi. Donc c'est étrange que la jalousie et la peur soient si éloignées sur le schéma. Je pourrais faire pareil avec l'association joie-colère, qui, d'après Plutchik, génère de la fierté. Pour moi, ça devrait plutôt être du plaisir sadique. Et encore une fois, la différence entre ces deux émotions réside surtout dans l'objet de l'émotion. On ressent de la fierté quand notre colère nous a poussé à agir et a fini par générer de la joie, alors qu'on ressent du plaisir sadique quand on ressent de la joie pour quelque chose qui arrive à quelqu'un pour qui on ressent de la colère. Et vous pouvez vous convaincre que le même problème se pose pour l'association joie-peur, censée générer de la culpabilité. Je comprends qu'il fait référence au cas où nous avons peur d'être pris en flagrant délit de plaisir coupable. Mais est-ce qu'un plaisir coupable est la seule source possible de culpabilité ? Ne peut-on pas se sentir coupable pour avoir agi sous le coup d'une colère injustifiée, dont on n'aurait pourtant tiré aucune joie ? En plus, d'après Plutchik, la peur et la colère s'opposent, donc c'est sûrement l'association la plus problématique de son modèle. Qu'on se comprenne, je ne dis pas qu'il a tort. Peut-être que c'est un problème de compréhension de ma part, mais le fait est que je ne suis pas convaincu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vision n'est pas vraiment compatible avec la mienne, car elle ne place pas les émotions dans les mêmes catégories. Mais vous verrez ce que je veux dire par là quand je vous expliquerai comment moi je classe les émotions. La seconde méthode dont je veux vous parler est bien plus convaincante selon moi.
Elle a été présentée par Albert Assaraf dans un article nommé « Toutes les émotions en deux forces, Damasio et le système JP », qui est paru en 2017 dans la revue PSN, Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences. Bon, évidemment, je dois vous parler de Damasio avant de vous décrire le système JP. Alain Damasio est un essayiste, ainsi qu'un auteur de science-fiction. Dans un essai appelé L'ordre étrange des choses, il se penche sur les origines de l'esprit, des émotions et des cultures, et il applique à ces notions un concept issu des sciences vivantes qui se nomme l'homéostasie. L'homéostasie est le nom qu'on donne à l'ensemble des processus permettant de maintenir un système en équilibre, de le réguler. Par exemple, la température d'un être humain doit se maintenir dans une plage de valeurs allant de 36 à 38 degrés environ, pour que le métabolisme fonctionne correctement. Si notre température corporelle dépasse les 38 degrés, on va se mettre à transpirer, pour accélérer le transfert de chaleur avec l'air ambiant, qui se fait par convection, ce qui a pour effet de nous refroidir. Et quand on a froid, on se met à grelotter, ce qui a pour but d'activer nos muscles pour qu'ils génèrent de la chaleur. Il y a une multitude de facteurs comme celui-là que notre corps doit gérer, comme la glycémie, le rythme cardiaque, la pression sanguine ou auriculaire, et l'évolution a mis au point tout un tas de stratégies pour qu'il y parvienne. C'est une des fonctions des hormones, ou de certains mécanismes de notre métabolisme, comme la transpiration ou le grelottement. Mais on peut aussi penser à certaines particularités morphologiques, ou même comportementales. Les oreilles des éléphants, par exemple, ont la taille qu'elles ont pour maximiser la surface de contact avec l'air, pour faciliter le transfert thermique. Et quand ils ont chaud, les chiens ouvrent grand leur gueule et tirent la langue, pour se ventiler. On peut donc se demander à quel point ils le font consciemment, et s'il n'existe pas d'autres comportements inconscients guidés par le principe d'homéostasie, notamment chez l'homme. Et c'est justement la question que s'est posée Alain Damasio. Il a donc appliqué le processus d'homéostasie à notre équilibre mental, car notre état mental doit aussi être régulé, pour que nous puissions fonctionner. Et d'après lui, ce sont justement nos émotions qui assurent cette régulation. Et quand on y pense, on retombe plus ou moins sur les mécanismes de défense psychologique en fait. Ce qui est intéressant, c'est que selon Damasio, les émotions sont donc bien des stratégies, même s'il ne le dit pas de cette façon, ce qui ramène évidemment à ma théorie. Cela dit, d'après moi, le but n'est pas de préserver notre équilibre mental, mais nos modèles internes. Mais vous comprenez bien qu'en fait, notre équilibre mental fait aussi partie de nos modèles. Donc la seule différence entre la vision de Damasio et la mienne, c'est que j'ajoute nos modèles dans la liste des systèmes à réguler, pour que nous puissions fonctionner. Parce que si nos modèles internes étaient chamboulés à la moindre perturbation, nous serions totalement inconsistants. On ne pourrait ni retenir quoi que ce soit, ni transmettre aucune leçon, et aucune culture n'aurait vu le jour. Ou en tout cas, elle n'aurait pas pu se maintenir, puisque la moindre remise en question les aurait transformés immédiatement. Et ça poserait aussi un problème au niveau de la construction de notre identité, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Bref, d'après moi, nos modèles internes sont soumis au principe d'homéostasie. Et le processus de régulation qui s'occupe de les protéger, c'est tout simplement le deuil. Et c'est la seule différence qu'il y a entre ma vision et celle de Damasio en fait, puisque pour lui, ce sont les émotions qui remplissent ce rôle. D'ailleurs, il utilise le principe de mécanisme de défense psychologique pour expliquer pourquoi les émotions ont ce but. Donc au fond, je ne fais que répondre à nouveau, et de la même façon, aux problèmes que j'avais rencontrés dans la vision de deuil de Kübler-Ross et de la classification de Plutchik. Partant de ce principe, Damasio classe ensuite les émotions en 3 catégories. Les émotions d'arrière-plan, qui définissent d'après ces mots notre état d'être, en gros c'est notre état au repos, les émotions primaires, ou de base, qui englobent les 7 émotions de Darwin, et les émotions sociales, qui sont au nombre de 10. La sympathie, l'embarras, la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'envie, la gratitude, l'admiration, l'indignation et le mépris. Il nomme sa dernière catégorie les émotions sociales car il estime que les autres sont les cibles de ces émotions, tandis que nous sommes l'objet des émotions de base. Or je pense qu'il y a déjà un problème clair avec cette hypothèse. La colère peut évidemment être dirigée vers une autre personne, alors que l'orgueil est plutôt dirigé vers nous-mêmes. De plus, il ajoute que toutes les autres émotions auxquelles on peut penser sont des versions plus ou moins fortes de ces 17 émotions-là. Et c'est encore plus problématique à mon avis, puisqu'on ne retrouve pas les mélanges que le modèle de Plutchik permettait, avec ses 32 catégories. C'est pas que plus il y en a, mieux c'est, mais 17 émotions, ça me semble un peu juste. Tel quel, ce modèle est donc un peu faiblard. Il n'est pas exhaustif, aucune explication n'est donnée pour justifier le choix des 10 émotions secondaires. Quant aux 7 émotions de base, il utilise la même justification que Darwin, c'est-à-dire qu'elles sont universelles. Mais franchement, on peut pas dire la même chose de toutes les autres au fond.
Je ne sais pas si cette question a été adressée, pas dans ce que j'ai pu lire en tout cas, mais personnellement j'ai l'impression que toutes les émotions sont universelles. D'autant que Frans de Waal a montré que les primates pouvaient ressentir de la honte, de la culpabilité ou de la gratitude. J'ai déjà cité Frans de Waal dans une autre vidéo. C'est un primatologue pionnier dans l'étude des capacités mentales des singes, et je vous encourage à vous intéresser à ses travaux si l'idée que les chimpanzés puissent avoir un sens de la justice et même faire de la politique vous titille. Bref, ce modèle est perfectible. Et justement, il a été amélioré par Albert Assaraf, au travers de son système JP. Et sachez qu'il n'a pas construit ce système dans ce but spécifique. Il l'a mis au point dans son livre Quand dire c'est lié, dans lequel il étudie les relations interpersonnelles et le sacré. Et il est d'ailleurs basé sur un concept des sciences humaines appelé la logique relationnelle, introduite par Gregory Bateson en 1935. Cela dit, le fait qu'il ait pu l'adapter à ce problème en particulier est clairement un avantage de ses travaux. Et vous allez voir qu'ils sont très convaincants. Assaraf fait partie de l'idée que nous considérons comme sacré tout ce que l'on place au-dessus de nous, tout ce qu'on considère comme supérieur à nous. Et évidemment, ça s'applique d'abord et avant tout au divin. Cela dit, ça s'applique aussi à toutes ses dérivées, comme certains objets qu'on appelle souvent des reliques, mais aussi certaines personnes, typiquement les rois ou les prophètes. D'où l'intérêt d'étendre son étude aux relations interpersonnelles, parce qu'elles s'appliquent aux autres. D'autant qu'au final, on peut placer au-dessus de nous tout un tas de gens pour tout un tas de raisons. C'est ce qu'on fait quand on dit de quelqu'un qu'il est le meilleur, par exemple, peu importe le domaine. Et bien sûr, on peut aussi se sentir supérieur à d'autres personnes pour d'autres raisons. Assaraf traduit donc tout ça en introduisant ce qu'il appelle une force, ayant un impact sur nos relations. Et il appelle cette force la position. Autrement dit, les émotions que nous ressentons pour une personne lambda dépendent de là où on la place par rapport à nous, en termes hiérarchiques. Elles dépendent de la position. Puis, il introduit une autre force qu'il appelle la jonction, et qui, elle, mesure la distance que l'on met entre nous et l'autre au sens émotionnel. Et je vais tout de suite préciser qu'à mon sens, cette distance peut aussi avoir des causes idéologiques. C'est-à-dire qu'on peut se sentir proche ou éloigné de quelqu'un parce qu'on est respectivement en accord ou en désaccord avec cette personne sur un sujet en particulier, surtout s'il est important à nos yeux. Je fais ça pour que vous puissiez tout de suite comprendre comment ma théorie s'articule autour de la sienne. Le système JP dit donc que nos liens interpersonnels sont modulés par deux forces, la jonction et la position. Et il en existe en fait une troisième qu'on pourrait appeler la temporalité, comme vous allez le voir. Au final, Assaraf utilise ces principes pour organiser les émotions et il dénombre 7 catégories. Je vais donc citer ces 7 catégories, mais je vais à chaque fois faire le lien avec ma théorie, pour ne pas avoir à revenir sur chacune d'entre elles ensuite. Bon, commençons par la première catégorie qui regroupe les émotions qu'on pourrait qualifier d'unidirectionnelles, car elles ne font appel qu'à une seule force, la jonction. Les émotions destinées à exprimer une conjonction forte, ou au contraire une disjonction. Au niveau du deuil, on ressent ces émotions quand on a un avis positif ou négatif à propos d'une personne. C'est-à-dire quand on a déjà une idée arrêtée, et qu'on est dans le déni ou l'acceptation de cette idée. Si je voulais utiliser les termes de Damasio, je dirais que d'après ma théorie, ce sont des émotions d'état, parce qu'elles découlent d'une idée qui n'est pas en train d'être remise en question. Cela dit, elles peuvent aussi apparaître pendant la phase de marchandage, quand on se rend compte de la distance, justement. Deuxième et troisième catégorie. Les émotions destinées à exprimer son désarroi face à une perte risquant d'avoir lieu, ayant déjà eu lieu, ou ayant été occasionnée par autrui. Et les émotions destinées à exprimer son euphorie face à un gain ayant des chances d'avoir lieu, ayant déjà eu lieu, ou ayant été favorisé par autrui. Ici, la notion de temporalité que j'ai ajoutée intervient. Et vous avez sûrement remarqué quelques mots-clés, notamment les termes perte et gain, qu'on peut directement lier au deuil ou à la révélation. Et on retrouve aussi les mots désarroi et euphorie. Or, ces deux émotions correspondent respectivement à la phase de déprime du deuil et à la phase de bonheur de la révélation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux phases-là s'opposent. C'est la dernière du deuil et la première de la révélation. Mais n'oubliez pas que la révélation est un deuil inversé, donc elles sont bien analogues. Il parle aussi de la peur et de l'envie. Ces deux émotions sont aussi analogues dans mon modèle, mais elles correspondent à la fin du déni. Juste avant le choc, quand on craint ou espère un changement. Et enfin, l'indignation et la gratitude, qui apparaissent selon moi lors de la phase de marchandage, et plus précisément à la fin de celle-ci, lorsqu'on veut manipuler les émotions de l'autre. Que ce soit pour le diaboliser, ou au contraire pour qu'il y tire un bénéfice psychologique ou matériel, vu que la reconnaissance s'accompagne souvent de cadeaux. Quatrième et cinquième catégorie.
les émotions destinées à inhiber les ardeurs de la position ou au contraire à les stimuler, et les émotions destinées à propulser autrui vers le haut ou au contraire à le ravaler vers le bas. Comme pour la première catégorie qui ne dépendait que de la jonction, ici on ne parle que de la position. Ce sont donc aussi des catégories d'émotions unidirectionnelles. Mais il y a aussi une notion de mouvement. On ressent ces émotions quand on considère être supérieur ou inférieur à l'autre et qu'on veut changer ça, dans un sens ou dans l'autre. Au niveau du deuil et de la révélation, ces émotions apparaissent juste avant l'acceptation, ou réciproquement juste après le choc de la révélation. On ressent de la honte et de la culpabilité à cause de ce qu'on a fait pendant nos deuils, et qui nous ont du coup placés en dessous de l'interlocuteur, et on ressent de l'orgueil ou de la fierté quand on a trouvé ou accompli quelque chose, ce qui nous place au-dessus. Et on peut noter que j'avais parlé de transition pour cette semi-phase-là, ce qui rappelle le mouvement. Quant au mépris et à l'admiration, ce sont aussi des émotions d'état, lorsqu'on est dans le déni d'une idée qui nous place au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Mais on peut aussi les retrouver lors de la phase de marchandage, parce que rappelez-vous que ces deux phases sont assez similaires en fait, parce qu'elles sont toutes les deux basées sur la parole, et qu'elles ne divergent que parce que dans le déni, on n'a pas conscience de nos stratégies, alors que dans la marchandage, on en a conscience. Donc, durant la phase de marchandage, le mépris et l'adoration vient du fait qu'on réalise que cet écart de position existe. Si cet écart ne nous plaît pas, on veut l'annuler, et s'il nous plaît, on veut le maximiser. Sixième catégorie. Les émotions destinées à exprimer son étonnement face à une information entrante dans le cerveau, venant perturber les données classées le long de l'échelle de force intime. Là, on ajoute la temporalité à la jonction. Et encore une fois, on retrouve des mots-clés. En fait, cette catégorie correspond tout simplement au choc. Selon moi, il faut donc la ranger à côté de la peur et de l'envie. Bon, jusque-là, vous pouvez constater que toutes les catégories font sens au niveau du deuil. Et je n'ai donc rien à redire. Cela dit, je peux ajouter que la temporalité intrinsèque au processus de deuil les relie entre elles. Donc ça apporte déjà quelque chose d'assez intéressant. Vient enfin la dernière catégorie d'Assaraf. Et là, vous allez voir que c'est encore plus intéressant. Les émotions destinées à réguler la relation en cas d'abus ou de non-respect du statu quo ante, soit en mettant sur la balance tout le poids de sa position, quitte à sacrifier la conjonction, soit en mettant la pédale douce sur la position, pour préserver intacte la conjonction. Est-ce que vous voyez où tout cela nous mène ? En fait, Assaraf est en train de décrire le cas où les deux forces, jonction et position, sont en opposition. En gros, on a une idée de l'état de ces deux curseurs et on veut agir sur l'un des deux curseurs au détriment de l'autre. Normalement, cette phrase doit vous faire penser à deux notions de ma théorie. D'abord qu'on a plusieurs modèles à défendre, et ensuite qu'on peut en privilégier un plutôt qu'un autre. Mais surtout, si j'ai bien expliqué ma théorie, vous devez avoir pensé à un type de deuil en particulier, celui que j'ai appelé le deuil mélangé, lorsqu'on est dans une certaine phase vis-à-vis de l'idée A et dans une autre pour l'idée B. Imaginez que l'idée A soit liée à notre jonction et l'idée B à notre position. On retombe parfaitement sur cette catégorie. Il n'y a aucune correction à apporter. Cela dit, il y a une précision à faire. Parce que Assaraf place l'embarras et la colère dans cette catégorie. Or, d'après ce que je vous ai dit jusque-là, la colère ne devrait pas s'y trouver. Mais là, on est typiquement dans un problème de définition. Pour Assaraf, la colère est une émotion. Pour moi, c'est une phase. Donc en fait, on retrouvera une forme de colère dans tous les mélanges où l'un des deuils en est à ce stade. Prenons quelques exemples. Colère et déprime. Autrement dit, action et désespoir de l'impuissance. C'est tout simplement de la frustration, de ne pas pouvoir agir alors qu'on le voudrait. Et c'est aussi le mélange le plus détonnant parce que en fait, ça mène à la rage. Ce qui arrive quand une personne qui a retenu sa colère trop longtemps explose. Colère et marchandage. On en a déjà parlé, c'est tout ce qui se trouve à la limite entre ces deux phases, comme les insultes, les menaces, etc. On parlera donc d'intimidation. Colère et déni. Encore une fois, on en a parlé, c'est l'arrogance. Colère et joie, le plaisir sadique, etc. Bon, vous comprenez bien qu'il y en a encore beaucoup, parce qu'on peut mélanger deux deuils, deux révélations, ou un deuil et une révélation. Donc en tout, on peut imaginer au moins 2 fois 6 quand deux deuils ou deux révélations sont mixés, plus 3 fois 4 quand on mixe un deuil et une révélation, parce que je retire les mélanges des deux phases opposées, ce qui fait 24 stratégies issues d'un mélange, et donc possiblement 24 émotions singulières, auxquelles il faut ajouter au moins 8 émotions de base, issues d'un deuil simple ou d'une révélation simple, puisqu'il y a 4 phases. Il est intéressant de voir que je retombe apparemment sur le même chiffre que Plutchik, c'est-à-dire 32. Mais il faut penser au fait qu'il y a aussi des émotions associées aux transitions entre les phases.
Il y en a donc plus, et peut-être qu'il y a plus de mélange aussi, bien que mélanger la surprise, qui est fugace, à une émotion plus durable, est peut-être inutile. Et on peut aussi imaginer que plusieurs stratégies bien distinctes puissent générer des émotions vraiment très similaires, ce qui réduirait un peu le nombre total d'émotions. Bref, j'ai essayé de faire une liste exhaustive, mais c'est pas encore parfait, et clairement, vous la lire ici serait soporifique. Donc continuons. Pour résumer, la majorité des catégories d'Asaraf correspondent à des émotions particulières du deuil, et rentrent donc dans une seule et même catégorie de ma classification, que j'appellerai les émotions de base, qui ne sont pas les mêmes que celles de Darwin. Et sa dernière phase, dans laquelle il ne place que 2 émotions, devient toute une catégorie pour moi, que j'appelle les émotions mixtes. Mais creusons encore un peu. Vous avez peut-être remarqué que la définition de l'envie de Plutchik n'est pas la même que celle d'Asaraf. Pour Plutchik, l'envie est un mélange de colère et de tristesse, et peut être rapprochée de la jalousie. Alors que pour Asaraf, c'est plutôt le fait d'anticiper quelque chose qu'on souhaite. Dans ma théorie, ces 2 définitions ne rentrent pas dans la même catégorie, mais elles existent toutes les 2. On peut donc en déduire 2 choses. D'abord que ma théorie permet de clarifier les choses, dans le cas où un seul mot fait appel à différentes notions. La colère, par exemple, peut être issue d'un deuil isolé, si elle est provoquée par une idée inacceptable, mais elle peut aussi apparaître dans un deuil mixte, comme le décrit Asaraf. Vu qu'on peut par exemple être en colère quand un de nos amis abuse d'une relation agréable. Mais plus intéressant encore, c'est que ma théorie peut permettre de pointer des émotions qui n'ont peut-être même pas encore de nom. Si en mélangeant 2 phases, on tombe sur quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est peut-être qu'il n'y a pas de mots pour ça. Comme Orwell disait, les mots sont le support de notre pensée. Si on n'a pas de mots pour une notion, elle pénètre difficilement l'esprit. C'est important parce que ça veut dire que je n'essaie pas de regrouper les émotions pour au final dire « voilà, il y a X groupes, donc j'ai besoin d'une armoire avec X tiroirs ». Ce que j'essaie de faire, c'est de construire une armoire dont le nombre de tiroirs a été fixé par ma théorie. Et en explorant ces tiroirs, je dois retrouver les émotions existantes. Pour illustrer ce que je viens de dire, Plutchik a plutôt utilisé la première méthode. Il donne une liste d'émotions de base sans donner de justification. Il les range sur un cercle en les reliant par des mécanismes cognitifs qui auraient peut-être pu être agencés autrement, et finalement il obtient ces catégories. Certes, il obtient un nombre élevé de catégories, ce qui lui permet de ranger efficacement toutes les émotions auxquelles on peut penser avec une petite gymnastique mentale, mais c'est par construction en fait. S'il n'avait pris que 3 émotions de base, il en aurait moins. Et s'il avait considéré comme Darwin qu'il existait 7 émotions de base, il en aurait eu beaucoup plus. Et n'aurait peut-être pas pu faire sens de toutes les associations. Au contraire, Asaraf a utilisé la seconde méthode, celle que j'ai utilisée, qui est bien plus scientifique. Certes, il ne peut pas classifier autant d'émotions, mais on ne peut pas l'accuser d'avoir triché pour obtenir ces catégories. Bref, revenons à ma classification. J'ai 2 catégories, regroupant les émotions issues d'un deuil simple ou d'un deuil mixte, ce qui permet d'obtenir pratiquement le même nombre d'émotions que Plutchik, tout en ayant utilisé la méthode comparable à celle d'Asaraf. Cela dit, je pense qu'il existe une 3e catégorie. Pensez à l'ennui par exemple. C'est une émotion que l'on ne peut pas classer dans les 2 catégories précédentes. Ce n'est pas une étape du deuil, et ce n'est pas non plus un mélange de deuil. Parce qu'au fond, on s'ennuie quand on trouve aucun deuil à faire justement, ou plutôt aucune révélation. En fait, c'est comme si on se trouvait forcé d'accepter l'idée qu'il n'y a rien à faire d'intéressant. Donc au fond, l'ennui est le deuil d'une idée. C'est pour cette raison qu'on peut avoir peur de s'ennuyer, agir pour lutter contre cet ennui, marchander pour le justifier ou l'atténuer, ou être réellement déprimé de ne rien pouvoir faire. Et finalement, on peut accepter la situation et revoir nos attentes immédiates à la baisse. Bref, l'ennui peut provoquer toutes les émotions de la première catégorie du deuil. Inversement, l'amusement est une révélation, et peut donc générer toutes les émotions de ce processus. Et il y a d'autres concepts comme ces 2-là qui sont assimilables à des sensations et qui peuvent générer toutes les émotions du deuil ou de la révélation. La jalousie, par exemple, peut générer de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité. Et son opposé, qu'on nomme la compersion, et qu'on ressent quand on est content pour l'autre, même si nous ne sommes pas à la cause de son bonheur, peut générer de l'envie, au sens de l'anticipation, de l'euphorie, de la confiance ou de la fierté. Et je voulais chercher d'autres concepts similaires, comme le malaise, la sérénité, la solitude ou tout simplement l'amour. En fait, le mot émotion n'est plus adapté pour ces concepts. D'ailleurs, on utilise plutôt le terme sentiment, parce qu'ils sont plus complexes et plus durables. Et je pense que ça s'explique si on part du principe que ce sont des deuils à part entière. Voilà donc ma 3e catégorie, les sentiments,
qui peuvent générer toutes les émotions. Au final, on pourrait les voir comme des émotions d'état de Damasio peut-être. Et pour finir, notez que certaines émotions peuvent aussi devenir des sentiments si elles durent trop longtemps. Freud disait d'ailleurs qu'un deuil trop long devenait pathologique, dans le sens où il avait un effet permanent sur l'endeuillé. Cela dit, pour lui, seule la déprime pouvait causer cela. Alors que moi, je pense que ça peut être le cas pour toutes les autres phases. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Bref, voilà, on est arrivé au bout. C'était un gros morceau. D'ailleurs, cette vidéo était bien plus longue que les autres, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et bien sûr, j'espère aussi que je vous ai convaincu que ma théorie du deuil permet de retrouver toutes les émotions et de les classer en 3 catégories, que j'ai donc appelées les émotions de base, les émotions mixtes et les sentiments. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez que cette chaîne est prometteuse, abonnez-vous. Et si vous êtes pressé d'entendre la suite, pensez à cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi acheter mon livre, puisque j'y décris ma théorie et l'applique à une multitude de cas, et évidemment, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Non seulement ça aidera à faire connaître ma théorie, mais surtout ça me permettra sûrement de m'améliorer. En attendant, merci à tous, bonne soirée, et à la prochaine.